Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve par terre dans mon appart parce qu'en ce moment, la flemme, mon bureau est encombré, donc on va faire ça par terre. Vous l'aurez vu au titre, cette vidéo sera un book haul. J'ai pas beaucoup acheté de livres dernièrement, donc ça c'est des livres que j'ai vraiment achetés sur une période assez longue. Il y a certains livres que j'ai trouvés en boîte à livres aussi. Il fait chaud par contre, attendez. Et donc j'ai pensé que ce serait cool de venir vous en parler un petit peu. Voilà, on va s'attacher les cheveux parce qu'il fait chaud en ce moment. On va commencer tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit du Pont sur la Drina de Ivo Andrić. Cet été je vais en Hongrie, comme d'habitude j'ai envie de dire, mais je vais aussi en Serbie pendant une semaine. Et la Serbie, comme la Croatie où je suis allée il n'y a pas très longtemps, aux vacances de la Toussaint dernière, si je ne m'abuse, c'est un pays de l'ex-Yougoslavie et c'est une littérature extrêmement riche et que je connais relativement mal. Et Ivo Andrić est un des auteurs les plus connus et Le Pont sur la Drina c'est un des romans pareil les plus connus, et ça c'est un roman qui me dit depuis très très longtemps. Donc c'est un romancier yougoslave étant donné qu'il est né au temps de l'ex-Yougoslavie. Et ça va être un petit peu le pont sur la Drina, justement, c'est ce lien, comme tous les ponts, c'est ce lien entre la Serbie et la Bosnie, entre ce qu'on appelle souvent l'Orient et l'Occident, et entre des populations et des cultures qui finalement sont très différentes et qui sont extrêmement proches, mais ont une cohabitation assez particulière, ce qui est encore le cas si vous vous rendez dans certains pays, comme la Bosnie par exemple, où il y a vraiment des divisions intra-nationales qui sont assez fortes. Voilà, au niveau de la culture, au niveau de la religion, surtout au niveau de la religion, comme très souvent. J'ai hâte de lire ce livre. Il me tarde vraiment de le lire, ça fait plusieurs années déjà que j'ai envie de le lire, parce qu'on m'en avait parlé lors de certains lives sur Instagram, il me semble, et je l'ai enfin acheté. Je ne sais pas si je le lirai en temps et en heure, je précise tout de suite, hein, je ne sais pas si j'aurai le temps, l'énergie et les moyens de faire une vidéo de voyage littéraire sur la Serbie. J'aimerais beaucoup. Mais je ne sais pas, dites-vous que je n'ai toujours pas monté, il faudrait vraiment que je le fasse, que je n'ai toujours pas monté et donc je n'ai toujours pas publié, bien évidemment, la vidéo voyage littéraire en Croatie, parce que j'en ai filmé une et je l'ai toujours pas montée. Alors je vais garder celui-ci pour un peu après. Ensuite, toujours dans cette idée de Serbie, j'ai acheté Jardin cendré de Danilo Kiš. Je suppose que ça doit se dire Kiš plutôt, je ne sais pas exactement, parce que il y a un petit truc... un petit accent circonflexe à l'envers, je sais pas non plus comment ça s'appelle sur le S. Donc, c'est un livre traduit du serbo-croate. Pareil, hein, quand on parle, en fait, à moins d'être dans de la littérature ultra contemporaine et qui donc est postérieure aux indépendances et à l'éclat de l'ex-Yougoslavie, on est toujours sur en fait des auteurs yougoslaves qui majoritairement parlent le serbo-croate. Danilo Kiš, j'ai déjà lu un livre de lui il y a très longtemps, et d'ailleurs je pense que c'était l'un des premiers livres au programme du club de lecture, quand le club de lecture était encore en anglais, c'était il y a 5 ou 6 ans. Et j'avais beaucoup aimé, c'était une plume qui m'avait semblé en tout cas à l'époque très... J'ai une mèche de cheveux qui reste là. Très poétique, et je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Est-ce que mes souvenirs assez lointains quand même vont plus ou moins correspondre à cette lecture que j'espère faire aussi entre guillemets assez incessamment sous peu. On est toujours un petit peu confronté aux mêmes thématiques, hein. Le narrateur raconte son enfance en Yougoslavie et en Hongrie pendant la guerre, mais très vite il s'efface devant celui qui est le vrai héros du livre, son père l'inoubliable Edward Sam, juif de Hongrie. Voilà. Donc on est toujours sur des questions d'identité, sur des questions de culture au sein de pays qui sont effectivement marqués par des conflits. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, parce que le livre que j'avais lu de lui était quand même assez différent. Donc je suis assez curieuse, assez intriguée, c'est très court, donc pas de raison que je ne le lise pas. Ensuite, j'ai enfin, alors là je suis trop contente, j'ai acheté Monsieur Vénus de Rachilde. De Rachilde, j'avais... J'ai un autre livre de Rachilde dont j'ai oublié le titre. Si j'ai le courage de faire un montage un peu, je le mettrai là, sinon il sera écrit en barre d'infos. Mais Monsieur Vénus, que je voulais lire depuis longtemps, n'était plus publié. Et là, c'est une republication, si je ne m'abuse, dans l'Imaginaire Gallimard, qui est d'ailleurs le même... On est toujours chez l'Imaginaire Gallimard ici. Oui, 2022 édition, donc très très contente. Une autrice dont on parle peu, qui est quand même assez peu connue il me semble, et qui a une plume et une philosophie très très particulière. S'il est toujours disponible, je vous recommande vraiment sur France Culture un épisode dédié à Rachilde, qui permet un peu mieux d'appréhender le personnage ou la personnage, parce que pour le coup on est vraiment face à une femme
assez particulière. Dans ce roman, on a une protagoniste, Raoul de Vénérande, qui est une femme qui refuse en fait les normes genrées de la société et qui vit au masculin. C'est pas sans faire écho à la vie de Rachilde et voilà, elle va finalement dominer les hommes qu'elle rencontre et sexuellement, physiquement, donc je suis curieuse de savoir à quoi ça va ressembler. Ensuite, j'ai La statue de Colette Audry. Colette Audry, c'est une autrice qui est majoritairement oubliée à l'heure actuelle, ce qui est assez malheureux et ce qui est le cas pour beaucoup d'autrices. Alors pour être tout à fait honnête, Colette Audry, je la connais vraiment très très peu, elle a écrit beaucoup de livres, donc j'ai choisi La statue plus par hasard qu'autre chose, hein, parce que voilà, c'est ce qui est aussi problématique avec ces autrices, c'est que finalement, même lorsque vous arrivez à trouver des œuvres sur différents sites qui revendent des livres, n'est-ce pas, ou dans des ou chez des ou chez des libraires, pas des libraires. Bon, chez des libraires, mais les livres de seconde main, d'occasion, comment ça s'appelle? Bon, je ne sais pas, les libraires d'occasion, peut-être tout simplement, peut-être qu'il n'y a pas du tout de mots particuliers. En fait, c'est dur de savoir de quoi parlent les livres. C'est dur parce qu'il n'y a pas de notices, il y a très peu de résumés en ligne, il y a très peu d'études sur ces autrices-là. Et les quatrièmes de couverture, soit elles sont inexistantes, soit ce sont juste des extraits, soit je ne m'y fie absolument pas. Voilà. Donc, je crois que ce roman est assez autobiographique, donc ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, moi j'aime beaucoup quand il y a une dimension autobiographique dans les romans. Question, y a-t-il toujours une dimension, un minimum autobiographique dans les romans? Vous avez 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je suis curieuse en fait, non pas vraiment du livre en soi, mais de découvrir cette autrice qui a été oubliée. Voilà, tout simplement. Ensuite, trouvé en boîte à livres. Beau sein, belle fesse de Moyane, donc je pense tout particulièrement à Nabolita. Alors le livre est un petit peu passé quand même, je sais pas si vous voyez, mais la couverture, on sent qu'il y a eu du soleil. Et je sais pas trop, il sent le vieux livre, potentiellement un peu la cigarette, mais c'est pas grave. Moyane, je ne l'ai jamais lu, grand auteur chinois, Nabolita l'adore, donc je pense que je vais aussi l'adorer. J'attends en fait d'aimer autant que j'ai aimé les romans de Yu Hua. Je ne sais pas si je vais être déçue ou pas, c'est un beau pavé donc clairement ce sera pas du tout pour cet été. Ensuite, aussi en boîte à livres, Le sel de la vie de Françoise Héritier. Françoise Héritier, c'était une anthropologue, une professeure qui est notamment connue pour ses ouvrages masculins-féminins où elle réfléchit en fait à la différence fondamentale des sexes et à comment, quand, pourquoi, est-ce qu'elle se manifeste, etc. On lira sans doute Françoise Héritier dans le cercle féministe, mais alors j'ai pas voulu la mettre la première année parce que c'est pour le coup des ouvrages assez... c'est de l'anthropologie pure et dure, hein, c'est assez dense, complexe, riche, ardu, pardon, et aussi austère. Désolée, vraiment je suis fatiguée en ce moment, c'est dur là la vie. Bon, je l'ai pris parce que c'est Françoise Héritier, hein, c'est une méditation tout en intimité et en sensualité. Où Françoise Héritier traque ces choses agréables auxquelles notre être profond aspire, ces images et ces émotions, ces moments empreints de souvenirs qui font le goût de notre existence, qui la rendent plus riche, plus intéressante que ce que nous croyons souvent et dont rien jamais ne pourra être enlevé à chacun. Ça me parle beaucoup parce que, d'ailleurs il faudrait que je la reprenne, mais moi j'ai une liste de toutes les... Enfin pas de tout, hein, parce que justement il faut que je la reprenne pour la compléter, mais j'ai une liste de mes bons souvenirs, j'ai une liste de toutes les petites choses, surtout celle de mon enfance parce que j'ai surtout peur d'oublier celle-ci avec des personnes qui ne sont plus là ou qui ne sont plus vraiment là. Et donc ça me parle beaucoup cette idée de juste célébrer les bonheurs petits, moyens, grands, individuels, collectifs du quotidien. Voilà, j'aime beaucoup ça. Vous le savez peut-être, je suis une obsédée de la mémoire, des souvenirs, de garder les choses, de tout mémoriser, de tout photographier, de tout immortaliser. Ça me parle énormément. Et donc voilà, ce petit livre me parle aussi. Ensuite, j'ai trouvé aussi en boîte... Attendez. Oui, je l'ai trouvé aussi en boîte à livres. Avril brisé d'Ismaël Kadare. D'Ismaël Kadare, j'avais déjà lu Les Dieux des Steppes, je crois. Ou un truc... Est-ce que j'avais lu celui-là ou est-ce que j'ai envie de le lire? Je ne sais plus. Bref, j'avais déjà lu un roman d'Ismaël Kadare que j'avais adoré. C'est un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup. Et donc quand je l'ai lu en boîte à livres, forcément, je l'ai pris.
Alors, Ismail Kadare, c'est un écrivain albanais qui s'est beaucoup intéressé à la politique, à l'histoire, notamment au communisme et à la politique soviétique. Là, on est sur un tout autre registre. En fait, on va nous parler de quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le Kanun. En fait, le Kanun, c'est en Albanie. Je ne sais pas si c'est uniquement en Albanie. Je crois qu'en tout cas, c'est majoritairement en Albanie. Dans les zones rurales et notamment dans les campagnes, ce sont des lois ancestrales. Et comme toutes les lois, ou presque ancestrales, c'est toujours de la merde. Bref, c'est un peu le code de l'honneur qui est que si pour X raisons, on te manque de respect, etc., tu dois aller tuer celui qui t'a manqué de respect. Et qu'en fait, à partir du moment où telle famille a tué le père, le fils, le frère de telle famille parce que manque de respect, etc., l'autre famille, la famille du défunt, doit, elle, se venger. Et en fait, c'est bien évidemment, vous imaginez, un cercle absolument désastreux et vicieux qui a énormément endeuillé, en fait, certaines parties du pays à une certaine époque. Désormais, c'est interdit, mais ça se pratique, alors très très rarement, mais ça se pratique toujours un petit peu. Et il y a des personnes qui vivent terrées chez elles. Alors normalement ce sont uniquement les hommes qui sont concernés, mais en fait ça peut aussi toucher les femmes. Et ça touche toujours de toute manière indirectement les femmes. Mais il y a des personnes qui vivent réellement terrées chez elles pendant des années, parce que si elles sortent, elles savent qu'elles mourront. Et c'est absolument atroce, parce qu'en fait votre oncle peut avoir par exemple été, je ne sais pas moi, peut avoir manqué de respect à je ne sais quel homme d'une autre famille. Vous n'y êtes absolument pour rien. Et vous pouvez être la victime de cette règle qu'est le Kanun. Et donc dans ce roman, Avril brisée, Ismail Kadare va s'intéresser à ce sujet-là et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être traité en littérature. Ensuite, toujours pour la Serbie, La bouche pleine de terre. Alors lui, il me fait très envie, de Branimir Šćepanović. Je suis pas sûre de la prononciation pour le début du nom de famille. Alors c'est encore une fois un écrivain yougoslave, je vais pas vous refaire tout le laïus sur les pays, etc. Mais sous le ciel étoilé d'une nuit d'été, deux campeurs se préparent au sommeil. Au même instant, dans un train, un homme songe à la mort prochaine qu'il a choisi de se donner dans son Monténégro natal. Ses destins n'ont aucune raison de se croiser, mais la mort parfois tire les ficelles. Voilà. Aux confins de la mort, La bouche pleine de terre est un récit haletant et puissant en même temps qu'un magnifique poème de l'existence et une méditation grave et altière sur la destinée humaine. Dur de résister, hein, surtout avec cette épaisseur-là. Je n'ai lu que des critiques très élogieuses de ce roman et également de cet auteur, donc je suis vraiment ravie de l'avoir trouvé. J'ai trouvé d'occasion sur internet encore une fois parce que voilà. Mais je crois qu'il a été republié quand même dans une édition plus récente, mais j'aime bien ces éditions L'Âge d'Homme. J'ai 2-3 livres de chez eux comme ça, des pays... je crois que c'est un autre roman serbe, celui que j'ai. La Rose fanée ou quelque chose comme ça. Oui, c'est serbe, parce que je l'avais choisi justement parce que il y a 3 ans, quand j'avais une classe de 4e, on avait travaillé sur le réalisme et en fait j'avais pris un peu les nationalités des différents élèves, ou en tout cas les origines des différents élèves, pour leur montrer des extraits d'œuvres réalistes tirées de leur pays, et il y avait un élève serbe. Je m'en souviens très bien. Ivan. Ensuite, celui-là j'en ai déjà parlé en live, je crois, mais c'est un essai qui s'appelle Untitled How Male Privilege Hurts Women de Kate Mann, je ne sais pas trop. Le titre est assez explicite. Comment le privilège masculin nuit aux femmes. Voilà, hâte de le lire, hâte de voir ce qu'il en est. Vous le savez peut-être, je suis assez frileuse sur les essais féministes récents parce que je trouve qu'il y a beaucoup de redites et parfois pas très intéressantes. Ensuite, j'ai 2 gros bouquins là, comme vous pouvez le voir. Et là, je suis en train, un petit peu, je vous avoue, de crouler sous le stress de tout ce que j'ai à faire dans ma vie. Le théâtre de Bulgakov. Voilà. Ce n'est pas un recueil du théâtre de Bulgakov, c'est une étude sur le théâtre de Bulgakov. Parce que... Parce que en août, mais là je commence vraiment à avoir peur de ne pas être du tout dans les temps, mais bon bref, en août je vous propose pour les membres une lecture commune du Maître et Marguerite de Bulgakov. Je suis vraiment en train de me demander si on va pas faire ça en septembre, j'en suis absolument désolée, mais j'ai ultra peur de ne pas être à temps. Dans les temps. Et donc j'essaie. Et en fait, Bulgakov, alors c'est un énorme auteur. Moi j'adore Bulgakov. J'ai lu beaucoup de Bulgakov. J'ai lu La Garde Blanche, j'ai lu Cœur de chien, j'ai lu Morphine, j'ai lu Les Mémoires d'un médecin, j'ai lu Les Écrits personnels, j'ai lu Le Maître et Marguerite. J'en ai lu un autre dont le titre m'échappe. Bref, il a aussi écrit du théâtre.
Bref, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup Bulgakov. C'est un énorme auteur, moi je le trouve absolument génialissime à tous les niveaux. Mais en fait en français, et franchement même en anglais, il n'y a pas beaucoup d'études sur Bulgakov. J'imagine qu'en russe il doit y en avoir pléthore, mais en français et en anglais pas trop. Et malheureusement je ne lis pas le russe, donc on se limite. Donc ça c'est l'un des rares ouvrages que j'ai trouvé. C'est le rare... j'en ai trouvé que 2, hein, donc voilà. D'études sur Bulgakov. Et Dieu sait que c'est vraiment pour vous et pour Bulgakov, parce que le théâtre, ça ne me plaît pas. Et ce gros pavé que voici, il s'agit de la biographie de Bulgakov par Alexei Varlamov. Je sais pas quoi vous dire. Elle est énorme. Alors oui, c'est écrit gros, mais elle est quand même énorme. Et j'aimerais beaucoup la lire avant de vous proposer la lecture commune. Donc vous comprenez pourquoi je suis en train de me dire que peut-être septembre ce serait pas trop mal pour la lecture commune finalement. Donc à voir. Franchement, à voir. D'ailleurs, ça change rien pour vous. Les membres peuvent se désabonner enfin, désouscrire et resouscrire quand ils le souhaitent. Donc c'est pas un problème d'argent. Mais c'est vrai que ça va peut-être se faire quand même en septembre, je ne sais pas. Bref, voilà le book haul. J'espère qu'il vous aura intéressé. On était vraiment sur des ouvrages assez éclectiques. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'après-midi, matinée, journée, nuit, peu importe lorsque vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt.